Je veux tenir un blog. Un blog, je l'appelle Proust pour tous. Ça y est, on est sauvés. Alors, mais c'est quelquefois, au moment où tout nous semble perdu, que l'avertissement arrive qui peut nous sauver. On a frappé à toutes les portes qui ne donnent sur rien. Et la seule par où on peut entrer et qu'on aurait cherché en vain pendant 100 ans, on y heurte sans le savoir et elle s'ouvre. Et alors pourquoi ce blog est si important, en tout cas pour moi, ça n'a pas sauvé mes enfants, mais moi ça m'a fait du bien, c'est que donc tout d'un coup j'ai vu, comme j'étais quand même un peu hantée par Proust, j'ai raccroché, j'ai commencé, donc c'était le blog d'une pharmacienne, de raccrocher tous les incidents de ma vie, tout ce qui se passait, à des extraits de Proust, exactement comme ça. Et surtout, j'ai essayé de comprendre pourquoi cette littérature, la littérature peut être plus forte, on peut dire, que la vie, grâce au style. Ce que nous appelons la réalité est un certain rapport entre ces sensations et ces souvenirs qui nous entourent simultanément. On peut faire se succéder indéfiniment dans une description les objets qui figuraient dans le lieu décrit. La vérité ne commencera qu'au moment où l'écrivain prendra deux objets différents et posera leur rapport, et les enfermera dans les anneaux nécessaires d'un beau style, ou même, ainsi que la vie, quand en rapprochant une qualité commune à deux sensations, il dégagera leur essence en les réunissant l'une et l'autre pour les soustraire aux contingences du temps dans une métaphore et les enchaînera par le lien indescriptible d'une alliance de mots. Et donc c'est ça la fameuse métaphore proustienne. Alors il y a beaucoup de métaphores classiques dans Proust. Une que j'aime bien, c'est Shakespeare parlait dans Othello de la jalousie comme ce monstre aux yeux gris. Et ben Shakespeare il parle d'une pieuvre qui tous les jours a un tentacule de plus et qui envahit la vie d'Odette, d'abord à 5h, à 6h, enfin, ça c'est une métaphore proustienne, ou une qui est très connue aussi, c'est que quand le narrateur rencontre Albertine, ça lui fait pas grand-chose sur l'instant, mais il rentre chez lui et il dit il a besoin de la solitude qui est comme une chambre noire dans laquelle il développe le cliché qu'il a pris pendant l'événement. Et donc, cette métaphore, mais surtout avec les anneaux du style, il le dit même dans le roman, à certains, ces anneaux-là vont convenir. C'est-à-dire ceux qui arrivent à aimer Proust, qu'il aime beaucoup, qui ça correspond, mais ça pourrait être d'autres anneaux d'un autre style. Il n'est quand même pas fermé sur d'autres choses. Alors, donc je me débat, je vois avec mon abrégé, je me dis je vais faire des extraits, et c'est là que je trouve une aide à laquelle je ne m'attendais pas du tout, un Jules. J'ai une amie qui n'était pas contente que je sois seule, bien que je dis, moi je suis rangée des voitures, tout ça, ça m'intéresse plus, pour le manga, bon, je m'en fous. Et elle me dit, non, je vais organiser un grand dîner, je vais te présenter un Jules. Alors, soi-disant grand dîner, il n'y avait qu'un but, c'était de me mettre à côté du Jules en question, qui ne savait rien naturellement. Et donc, le pauvre Jules, je me trouve à côté de lui, je le trouve bien banal, on m'avait décrit un grand esprit, puis il a une conversation vraiment des plus banales. Mais, chose bizarre, je me sens quand même envie de me frotter. Je me dis, tiens, ça existe encore ça, c'était quand même quelque chose d'étrange. Mais lui, il était normal, enfin, je ne peux pas dire que j'avais secoué, sauf à la fin du repas. L'entremetteuse, notre amie, vient, s'approche et voit Jules et dit « Ah, mais je vous avais pas présenté vraiment, Laurence, sa passion, c'est Proust. » Et il dit, et ses yeux s'allument, il dit « Proust, mon auteur favori. » On approche ça à la présentation de d'Odette qui amène Swann chez Madame Verdurin. Quand Madame Verdurin avait annoncé qu'on aurait dans la soirée Monsieur Swann. Swann s'était écrié le docteur d'un accent rendu brutal par la surprise.
car la moindre nouvelle prenait toujours plus au dépourvu que quiconque cet homme qui se croyait perpétuellement préparé à tout. Et voyant qu'on ne lui répondait pas, « Swann, qui ça, Swann » hurla-t-il au comble d'une anxiété qui se détendit soudain, quand Madame Verdurin eut dit « Mais l'ami dont Odette nous avait parlé… » « Ah, bon, ça va bien, » répondit le docteur apaisé. Quant au peintre, il se réjouissait de l'introduction de Swann chez Madame Verdurin, parce qu'il le supposait amoureux d'Odette et qu'il aimait favoriser les liaisons. « Rien ne m'amuse comme de faire des mariages, confia-t-il dans l'oreille au docteur Cottard. J'en ai réussi déjà beaucoup, même entre femmes. » Alors pendant ce temps-là, j'étais toujours chez mes parents et ma mère est morte, toujours gentille et sans faire d'histoire. Elle est morte sans embêter personne. Et mon père, qui a vécu un peu plus longtemps, il a 96 ans, et à l'agonie, il nous a fait quand même un dernier cadeau, parce que je vous avais dit, il adorait Saint-Simon et l'inversion du XVIIe et Proust. Mais la veille de sa mort, on a ouvert la fenêtre, c'était à Sceaux, on a ouvert la fenêtre et il y avait du soleil. Et il a réussi à se soulever de son polochon, s'appuyer, et comme ça, il a cité Phèdre. Il a dit « Soleil, je te viens voir pour la dernière fois ». Alors, je dois dire que dans la famille, tout le monde a été quand même post-mortem, on peut dire, fier de notre père. C'est-à-dire que toutes les citations qu'il avait faites toute sa vie, jusqu'au bout. Alors, donc, c'était quand même très bien. Et je me suis dit, quand il y a eu cet épisode de mon père mourant, je me suis dit, oh, si Françoise, la bonne du narrateur et de sa famille, avait été là, elle aurait explosé en sanglots. À ce moment, ma grand-mère ouvrit les yeux. Je me précipitai sur Françoise pour cacher ses pleurs, pendant que mes parents parleraient à la malade. Mais le bruit de l'oxygène s'était tu. Le médecin s'éloigna du lit. Ma grand-mère était morte. La vie, en se retirant, venait d'emporter les désillusions de la vie. Un sourire semblait poser sur les lèvres de ma grand-mère. Sur ce lit funèbre, la mort, comme le sculpteur du Moyen-Âge, l'avait couchée sous l'apparence d'une jeune fille. Alors donc, comme mon père est mort, mon Jules m'a été très utile. D'abord, il a supporté, ce qui n'était pas le cas de beaucoup de gens, que je sois monomaniaque, que je parle de Proust tout le temps. Alors, comme il disait bien qu'il m'aidait, il dit il est amateur, mais pas croyant. On pourrait dire croyant et pas pratiquant, par exemple. Donc, il me soutenait, mais il arrivait à parler d'autre chose. Donc, il m'a aidé. Et puis aussi, j'ai redécouvert, grâce à lui, la découverte de l'art avec des yeux amoureux, les horreurs de l'amour, de l'absence, le désir de rompre, le désir de Venise, tout ce que je voyais dans Proust. Donc, et ça m'avait rappelé un jeune homme qui est devenu un fou de Proust, qui a commencé comme ça. Il me dit, moi j'étais au lycée et j'avais un devoir sur Proust et il avait un chagrin d'amour, mais il devait avoir 17-18 ans. Et de voir cette histoire avec Albertine, ça l'avait vraiment consolé. Il a de voir que c'était des sentiments partagés par tous. En revanche, un autre que j'avais vu avait dit « Oh non, mais moi, je ne crois plus en l'amour à cause de Proust ». Donc, finalement, Proust aidé par Jules, j'ai continué à faire mon prosélytisme. Et ce qui il m'influençait, et son influence pouvait se sentir partout. Alors là, c'est une très belle métaphore. J'adore. Alors, une belle métaphore. Oui, oui. Une belle métaphore proustienne. Merci. Une belle métaphore proustienne, c'est-à-dire pour montrer l'influence de quelqu'un sur quelqu'un d'autre. Du reste, vous n'avez pas remarqué qu'elle s'était mise à prendre vos manières de parler, de raisonner, surtout quand elle venait de vous quitter. C'était frappant. Elle n'avait pas besoin de nous dire si elle vous avait vu. Quand elle arrivait,
si elle venait d'auprès de vous, cela se voyait à la première seconde. Nous nous regardions entre nous et nous rions. Elle était comme un charbonnier qui voulait faire croire qu'il n'est pas charbonnier. Il est tout noir. Un meunier qui n'a pas besoin de dire qu'il est meunier. On voit bien toute la farine qu'il a sur lui. Et alors, faire découvrir Proust, être la prosélyte, c'est très excitant, c'est très agréable. Mais ce qui est encore mieux, c'est de découvrir d'autres Proustiens. Et sous mon arbre, puisque j'ai été faire déclamer Proust sur mon arbre au parc de Sceaux, où j'avais, pas toujours du monde, mais j'avais rêvé de Hyde Park et d'une caisse à savon. Donc j'avais pas de caisse à savon, mais j'avais un arbre là derrière le petit château. Et surtout, donc j'ai commencé à rencontrer des Proustiens. Mais de tout. Alors par exemple, j'ai rencontré un Proustien qui a découvert Proust sur le tard. D'ailleurs, tu pourrais le dire en 2 minutes. Tu veux nous le dire? Maintenant? Oui. Comment il a découvert Proust, puisqu'il est là. Je ne vais pas vous le raconter. Sur le tard, peut-être pas, puisque la première fois que j'ai entendu parler de Proust, j'étais très jeune, puisque j'étais encore au collège. Je devais avoir, donc ça devait être ma dernière année de collège, j'avais 14 ans. Et le professeur de lettres nous fait faire une dictée, dont je ne me rappelle plus aucun mot, mais à la fin, comme il se devait, on devait mettre le nom de l'auteur en dessous la dictée. Et donc là, le professeur dit, voilà, cette dictée est de Marcel Proust, et il rajoute comme ça en passant, vous savez, c'était un écrivain qui avait l'habitude d'écrire des phrases très très longues. Pourquoi cette phrase allait me hanter? Ça, je crois qu'il faut accepter qu'il y ait quelques mystères dans nos penchants. Donc, en fait, j'ai quitté l'école de bonne heure, hein, je n'ai pas fait d'études au-delà du collège, et donc j'ai commencé à travailler tout de suite. Mais à chaque fois que j'entendais parler de Proust, alors à la radio, à la télévision, je disais, tiens, ah oui, Marcel Proust, celui qui écrivait des phrases très très longues. Puis, comme je faisais beaucoup de mots croisés, je feuilletais beaucoup le dictionnaire, et je tombais des fois sur la photo de Proust. Ah, celui qui écrivait des phrases très très longues, il faudra que je le lise un jour. Et puis, j'avais toujours quelque chose d'autre à lire. Et puis, quand même, les années passaient, j'avais une trentaine d'années. Et puis là, peut-être influencé par une de mes collègues qui fréquentait la bibliothèque, et puis j'avais sûrement pas grand-chose à lire à ce moment-là, j'ai dit, tiens, je vais lui demander si elle a Proust. Alors elle me dit, bah, attendez, je vais aller voir au siège, parce que ici c'est une annexe, et elle revient, et elle me dit, bah, j'ai bien La recherche du temps perdu, malheureusement, il me manque les 2 premiers tomes. Alors évidemment, je ne rentre jamais dans une salle de cinéma si le film est commencé, ou je ne regarde pas un feuilleton si j'ai raté les premiers épisodes. Donc voilà encore une occasion de rater, donc il s'est passé plusieurs mois. Et puis un jour, je suis invité par mon frère qui venait d'emménager avec sa femme dans un nouveau pavillon. Et puis, bon, il n'y avait pas beaucoup de livres qui traînaient sur les étagères. Enfin, disons que les livres servaient à tenir les bibelots plutôt que l'inverse. Bon, et curieux, évidemment, je regarde ce qu'il y avait comme livre. Et il n'y avait que 2 livres sur cette étagère, mais c'était du côté de chez Swann. Et donc, je lui ai emprunté, et du coup, j'ai lu La recherche du temps perdu en entier à la bibliothèque. Et puis, évidemment, après l'avoir lu, j'ai été tellement fasciné par ce livre que j'ai voulu savoir qui était l'auteur d'un tel livre. Et puis, bon, j'ai lu une biographie, là, celle de Georges Penter, il n'y avait que celle-là à l'époque. Et puis en lisant cette biographie détaillée, je me dis, tiens, je n'ai pas fait attention à ça, je suis passé un peu vite. Et donc, tout de suite après, j'ai relu La recherche du temps perdu. Et puis voilà, ça a continué comme ça, je l'ai lu, relu, relu, etc. Voilà. Et depuis, tu as découvert la musique classique, oui, alors la disons peinture. que, alors, l'œuvre de Proust, évidemment, je lui suis très reconnaissant de l'avoir écrite, mais il y a une reconnaissance supplémentaire que j'ai pour Proust, c'est que, n'ayant pas fait d'études, il y a beaucoup d'artistes que je ne connaissais pas, et grâce à Proust, la lecture m'a emmené à la découverte de la peinture, de la sculpture et d'autres écrivains, et là, j'ai eu envie de connaître tous ces écrivains, ces sculpteurs, ces peintres dont il parlait, et je suis allé directement dans toutes les régions de France, essayer de les retrouver, et puis
de tirer en quelque sorte les leçons de ces rencontres, quelles avaient été les influences de part et d'autre, et voilà, ça a fait l'objet de ce petit livre, Le cheminement proustien, où à partir de Proust, toute sa vie intellectuelle et culturelle est venue de là. Alors ça, c'est un exemple. Danielle, c'est plus récent, elle a rejoint notre groupe parce qu'elle habitait dans la rue des Canettes, et elle dit « Oh, il y a des Proustiens ». Donc ça, c'était une raison. Et Catherine, c'est à cause de Cabourg. Parce qu'elle habitait Cabourg, donc on ne peut pas être de Cabourg sans être proustien. D'ailleurs, cette histoire d'être proustien, il y a beaucoup de gens qui me disent « Si vous avez les photos », je dis « Non, mais j'ai ma grand-tante qui le connaissait très bien ». Comme si c'était un proustien par famille, ou si c'était quelque chose de génétique, et ça m'a toujours amusé. Alors donc, voyant ce plaisir d'être avec des proustiens et des parcours tellement différents, j'ai même rencontré une proustienne. D'habitude, on dit c'est plutôt des profs d'université, des profs de médecine, des gens comme ça, mais une factrice que je rencontre qui était proustienne enragée. Et d'ailleurs, j'ai donné une conférence à Perthes en Gâtinais avant-hier. Il y avait un facteur et une factrice, le mari et la femme, fou de Proust. Donc, d'ailleurs, c'est ce que j'aime bien en France, c'est la culture, elle touche quand même tous les milieux. Et donc, je me dis, oh, ces Proustiens sont passionnants, je vais faire un spectacle de Vinéo à l'ancienne Mériceau. Donc, c'était ici, il y a 2 ans, au mois de juillet, et je m'étais dit, il y a un grand texte, le grand texte de la recherche à part la Madeleine, c'est La mort de Bergotte, le petit pan de mur jaune, autour de la vue de Delphes de Vermeer. Alors ça tombe d'autant mieux qu'il y a une exposition de Vermeer à Paris, où il n'y est pas d'ailleurs, mais enfin il y en a quand même. Et donc, je prends une date, on me donne une date, c'était au mois de juillet, alors j'invite plusieurs proustiens, quelqu'un raconte le petit pan de mur jaune et on discute autour de ça. Alors c'était quand même mal choisi comme date, c'était exactement à l'heure du match France-Angleterre de la Coupe du Monde. Alors là, je dois dire qu'ils ont exagéré parce que j'avais choisi la date avant eux. Mais d'ailleurs aujourd'hui j'ai mis ça à 2h30, j'avais peur qu'il y ait un match de rugby. Mais là j'ai vu que c'était Italie, je sais pas quoi. Ouais, donc je quand même, et puis ça a commencé à 4h du jour. Et donc, pendant ce petit divertissement, on a discuté du petit pan de mur jaune. Et alors je vais dire encore à Claude, s'il veut bien lire, alors vraiment c'est le grand texte, parce qu'on parle de Vermeer, on parle de Stex, on parle... Enfin, c'est un grand texte de Proust. Tu pourrais montrer les tableaux. Ah oui, les tableaux, j'ai dû les laisser là-bas. Est-ce que vous voyez ce que c'est la vue de Delphes de Vermeer? Je vais vous le... Ils sont là, James? Parce qu'on va faire passer la reproduction, à moins que j'ai essayé de laisser là. Non, je dois l'avoir. Je vais voir. Pour ceux... Où est-ce que je les ai mis? Voilà. Vas-y, tu peux continuer, je vais trouver le tableau. Il mourut dans les circonstances suivantes. Une crise d'urémie assez légère était cause qu'on lui avait prescrit le repos. Mais un critique ayant écrit que dans la vue de Delphes de Vermeer, prêtée par le musée de La Haye pour une exposition hollandaise, tableau qu'il adorait et croyait connaître très bien, un petit pan de mur jaune, qu'il ne se rappelait pas, était si bien peint qu'il était, si on le regardait seul, comme une précieuse œuvre d'art chinoise, d'une beauté qui se suffirait à elle-même. Bergotte mangea quelques pommes de terre, sortit et entra à l'exposition. Dès les premières marches qu'il eut à gravir, il fut pris d'étourdissement. Il passa devant plusieurs tableaux et eut l'impression de la sécheresse et de l'inutilité d'un art si factice, et qui ne valait pas les courants d'air et de soleil d'un palazzo de Venise ou d'une simple maison au bord de la mer. Enfin, il fut devant le Vermeer, qu'il se rappelait plus éclatant, plus différent de tout ce qu'il connaissait, mais où, grâce à l'article du critique, il remarqua pour la première fois des petits personnages en bleu, que le sable était rose, et enfin la précieuse matière du tout petit pan de mur jaune. Ses étourdissements augmentaient. Il attachait son regard comme un enfant à un papillon jaune qu'il veut saisir au précieux petit pan de mur. C'est ainsi que j'aurais dû écrire, disait-il. Mes derniers livres sont trop secs. Il aurait fallu passer plusieurs couches de couleurs.
rendre ma phrase en elle-même précieuse, comme ce petit pan de mur jaune. Cependant, la gravité de ces étourdissements ne lui échappait pas. Dans une céleste balance lui apparaissait, chargeant l'un des plateaux sa propre vie, tandis que l'autre contenait le petit pan de mur si bien peint en jaune. Il sentait qu'il avait imprudemment donné le premier pour le second. Je ne voudrais pourtant pas, se disait-il, être pour les journaux du soir le fait divers de cette exposition. Il se répétait, petit pan de mur jaune avec un auvent, petit pan de mur jaune. Cependant, il s'abattit sur un canapé circulaire. Aussi brusquement, il cessa de penser que sa vie était en jeu, et revenant à l'optimisme, se dit « C'est une simple indigestion que m'ont donné ces pommes de terre pas assez cuites, ce n'est rien. » Un nouveau coup l'abattit. Il roula du canapé par terre, où accoururent tous les visiteurs et gardiens. Il était mort. Mort à jamais? Qui peut le dire? On l'enterra, mais toute la nuit funèbre, aux vitrines éclairées, ses livres, disposés 3 par 3, veillaient comme des anges aux ailes éployées et semblaient, pour celui qui n'était plus, le symbole de sa résurrection. Alors, quand on lit ça, la première se dit « Ah, où est-ce qu'il est, ce petit pan de mur jaune ?» Donc on se précipite sur une reproduction où on prend le Thalys, si on aime ça, et on va à la haie, on va voir le tableau, on dit « Mais où il est, ce petit pan ?» Il n'y en a plus, il y a plus de... Alors moi, ma première réaction, il s'est foutu de nous. C'est bien un écrivain, c'est bien un romancier. Proust nous a dit « Je vous emmène où je veux. Je vous fais croire qu'il y a un petit pan de mur jaune et vous courez. » Ça, c'est la première interprétation. Il y avait un peintre qui dit « Mais non, ce qui est important, c'est la couleur, c'est le jaune. Oh. » Une psy qui dit « Non, ça, moi, j'en croyais pas mes oreilles. » dit « Mais ce jaune, c'est la bougie de la mère qui monte et qui va embrasser l'enfant quand il est petit à Combray. C'est ça le jaune. C'est la réflexion de la bougie sur le mur. » Oh, ah bon. Et il y a aussi la comédienne qui était là, dit « Mais non, le petit pan de mur jaune, c'est à cause du rythme. » Il répète 8 fois pan de mur jaune dans ce texte. Donc, pan de mur jaune, petit pan de mur jaune, c'est ça qui revient. L'écrivain dit « Non, il explique bien, Bergotte dit, il aurait dû repasser 10 fois sur sa phrase et la faire mieux. » Donc j'en étais déjà à 5 explications. Depuis, je demande partout où je vais, à des Proustiens en bas, et vous, qu'est-ce que vous pensez du petit pan de mur jaune? Eh bien, certains me disent, oh, mais en fait, à l'époque, à Delphes, il y avait un parti politique, le symbole, leur couleur, c'était le jaune, c'est ça. Ah, bon. Ou quelqu'un dit, mais non, il connaissait bien la peinture, Proust, donc le jaune, c'est comme une tache au fond, pour vous emmener, pour que les yeux vous emmènent sur le jaune, hésiter entre les deux, c'est pour balayer tout le tableau. Encore une explication. Quelqu'un me dit aussi, mais en fait, Bergotte, c'est monter l'immortalité de Bergotte. Enfin, ça continue. J'en suis à 14 explications. Je trouve que c'est amusant. Et donc, ça nous amène à la fin de cet exposé. C'est qu'on revient au début, c'est-à-dire que Proust, étant un grand écrivain, donne au lecteur un instrument d'optique pour regarder en lui-même. Donc, à chaque Proustien, son Proust, personne n'est d'accord, tout le monde voit une réflexion de lui-même. Et depuis que je m'occupe enfin, je porte la bonne parole, j'aime beaucoup Proust, et je vois qu'en France, puisque partout où je vais, on m'appelle Madame Proust. Les gens ne connaissent pas mon nom, on est Madame Proust, et vous pouvez témoigner, des Madame Proust, des Monsieur Proust, j'en connais beaucoup de cabarets à New York. Et ce que j'aimerais, c'est que, alors qu'en France, le nom le plus fréquent, c'est Martin, et que bientôt, il soit remplacé par Proust. Merci. Il y a du vin et des madeleines pour vous remonter. Pour ceux qui... Et vous pouvez vous précipiter, lire Proust, voilà. Alors j'avais pensé faire peut-être le dîner avec Proust.
il y a juste une dame qui voulait un rôle, là, je peux lui faire un rôle, mais comme il n'y avait pas de table, ça va être compliqué, il vaut mieux venir au Café d'Améré à Saint-Sulpice et jouer avec les autres, parce que c'est pas... Il y a de nombreux personnages, très, très comiques, très... Et je dois dire que depuis, ça fait plus d'1 an que je fais ça, il y a des centaines de personnes qui sont venues déjà. À quelle heure et quel jour? Parce que vous avez 2 interventions par mois. Oui. Et à quelle heure? Oui, il faut regarder sur Proust pour tous. Le premier, c'est le 9 mars. Il y en a un le 9 mars et le 25 mars. Il y en a 2 par mois. Il faut regarder où vous tapez Dîner avec Proust sur Internet. Il y a une petite vidéo et on donne les dates. Et là, ce mois-ci... Ah oui, alors ce mois-ci, normalement, c'était le dîner chez les Guermantes. Sauf qu'on a une de nos fidèles qui a fait un livre qui a d'ailleurs fait... elle a eu un grand succès avec la comtesse Greffule. Et or, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a eu un tintouin énorme depuis qu'on a découvert un petit film où il y aurait Proust en train de descendre des escaliers. Moi, je suis sûre que c'est lui, puisque c'est à la Madeleine. Déjà, c'est quand même un bon signe pour Proust, mais dans les mêmes personnages. Alors, on a dit, mais est-ce que c'est lui? Alors, il y a plein de Proustiens qui s'attachent à comparer à peu près à la même époque. Et moi, j'en ai trouvé un autre dans ceux qui descendent d'escalier, je crois que c'est un autre. Donc, en fait, elle, comme c'est un Canadien qui aurait trouvé ça, on a fait toute une histoire dans les médias, et elle en avait déjà parlé dans son livre il y a 3 ans. Alors, elle va venir... Le 9 mars, là, déguisée en Proust, et elle va nous faire un petit truc autour du 9 mars. Le 9 mars du Proust. Donc ce sera un dîner un peu spécial, mais si vous regardez sur mon blog, vous saurez. Donc merci beaucoup et bon après-midi. Voilà.